Podtaf. Podtaf ? Podtaf. Podtaf. Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir. des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Sarah. On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. Sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors, on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti, Laura. T'es prête? Oui, et justement, on accueille notre nouvelle invitée du jour. Bienvenue, Nathalie Lebas, qui est parmi nous. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quel métier tu fais? Je suis lasériste. Le lasériste est quelqu'un qui travaille avec les lasers et l'optique appliquée, donc en gros tout ce qui n'est pas lunetterie. Donc typiquement des choses que vous connaissez, ça peut être le lecteur CD, le lecteur Blu-ray, ça peut être la scanette à la médiathèque, la fibre optique pour amener l'internet au très haut débit. Et après, ça peut être tout ce qui est laser pour la médecine. Et toi, tu fais de la recherche pour trouver des nouvelles techniques. Qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors, moi, je travaille dans la recherche fondamentale. Donc, c'est-à-dire que le laser, c'est une source de lumière très intense qui a certaines propriétés qui nous permettent d'aller étudier la matière. Donc, on va aller lui créer des chocs. Comme si vous tapiez avec un marteau sur du bois, par exemple. Nous, on crée ce même genre de choc sur de l'or, sur de l'aluminium, sur des jets de gaz. Donc, un jet d'oxygène, ça va créer des interactions et ça va casser des petites choses dans la matière. Ce qui est difficile à concevoir, c'est que la lumière, tu ne la touches pas. C'est pas tangible. Tout à fait. Mais ça a une force, du coup. Tu es en train de me dire qu'il y a une pression qui est effectuée par cette lumière? Oui. C'est comme le vent. Le vent, tu le touches pas. Tu le ressens. La lumière, c'est pareil. La lumière, c'est fait de ce qu'on appelle le photon. Et ce photon, c'est comme imaginer un tout petit grain de sable. Donc, c'est une petite particule qu'on voit pas, qu'on ressent pas, mais qui est bien là. Et en fait, cette petite particule, on peut la mettre avec plein d'autres petites particules. On lui donne de la force. Mais ça, vous pouvez le voir aussi tout simplement avec une loupe et le soleil. Quand vous mettez une loupe et que vous avez du soleil, potentiellement, vous avez un point chaud qui se crée. Et ce point chaud, en fait, c'est de la concentration de lumière. Et cette concentration de lumière, pourquoi ça brûle? Parce qu'il y a plein d'énergie. Et là, tu parlais du cas concret, tu travailles par exemple sur la fibre optique. Oui. Concrètement, sur la fibre optique, qu'est-ce que tu fais? Alors, une fibre optique, vulgairement, je vais appeler ça une canalisation à photons. Donc, une canalisation à lumière. Une fibre optique, c'est du verre étiré. Vous la ramenez sur une épaisseur d'un cheveu. C'est tout petit. Ça a l'avantage que si on y met une protection en caoutchouc, par exemple, autour, ça peut se plier, ça peut se tordre. Ça casse pas tout de suite, en fait. Ça va casser si vous la pliez vraiment avec un angle de 90 degrés. Mais si vous faites un angle ou une courbe un peu plus large, ça va juste se plier. Et puis, surtout, ce verre, il est fait de plusieurs couches, en fait, de verre. Et ces plusieurs couches de verre vont permettre qu'en fonction de comment vous rentrez dans ce tuyau, vous n'allez pas faire tout à fait le même chemin. Parce qu'on va dire que vous rebondissez, c'est comme si vous faisiez rentrer une bille dans une gouttière. Et vous imaginez que la bille, en fonction de comment elle rentre, si elle rentre vraiment face au tube, elle va rentrer tout droit. Et elle va traverser tout droit, en ligne droite, basique. Mais si elle rentre avec un angle, potentiellement, elle va aller toucher un bord, elle va rebondir, toucher le deuxième, et ainsi de suite. Nous, en fait, les fibres optiques, on se sert de ces propriétés-là, où la lumière va rebondir d'une face sur l'autre pour pouvoir la faire traverser des milliers de kilomètres. Et ça lui donne une impulsion, en fait. Ça lui donne de l'énergie pour rebondir sur la prochaine paroi, si on imagine cette paroi de verre. Je ne sais pas si c'était... Tout à fait. Non, c'est ça. Mais alors, c'est pas de l'énergie. En fait, l'énergie, là, il n'y a pas de gain d'énergie. Il n'y a pas de... Il n'y a pas le débit dont tu parlais tout à l'heure. C'est juste la force initiale et le fait que la lumière avance, les photons avancent par eux-mêmes. Du coup, la lumière avancera toujours? Il n'y a rien, c'est pas genre la vitesse se ralentit et la lumière s'arrête. J'imagine le soleil, c'est pour ça qu'il nous éclaire. Alors, c'est pour ça, effectivement, tu as aussi, après, ce qu'on appelle de l'absorption.
Donc l'absorption, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, le fait que sur la distance, au fur et à mesure, vu que c'est quand même de la matière, il y a des photons qui restent un peu bloqués, on va dire ça vulgairement. Et donc tu as de moins en moins de lumière. Forcément, je reprends l'exemple de ta fenêtre, tu mets un rideau, tu as moins de soleil. Parce que justement, les photons passent moins bien au travers. Et typiquement, les télécommunications fibrées entre notre continent et le continent américain, ça passe par fibre, donc à travers l'Atlantique. Et tu as des petites boîtes au fond de l'Atlantique qui s'appellent des répétiteurs. On arrive avec ce rayon lumineux dans la fibre. Au fur et à mesure des kilomètres, bon, là on parle de kilomètres, de centaines de kilomètres, ça se perd un petit peu, le signal se perd. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On lui remet un petit coup de boost. Donc on vient lui dire, on te réamplifie. Et ça veut dire quoi ? L'amplification, c'est redonner de l'énergie, remettre des photons. Vulgairement, c'est ce qu'on a chez nous. On met un petit répétiteur dans l'étage au-dessus pour que le Wi-Fi capte à l'étage. Voilà. Sauf que là, c'est sur des milliers de kilomètres. C'est ça. Et que le Wi-Fi, c'est des ondes électriques. C'est pas de la lumière. Ouais. Donc, c'est pas de la lumière. Mais effectivement, c'est exactement le même principe. Et nous, dans les installations sur lesquelles moi je travaille, de laser où on est plutôt la source, vraiment, et on utilise les fibres optiques comme diagnostic ou transport d'un point A à un point B, nous, on amplifie aussi cette lumière, ce qui nous permet d'avoir après des effets de choc parce qu'on a plus de puissance, on a plus de force. C'est comme si pour sauter, vous preniez un trampoline. Vous sautez forcément plus haut avec un trampoline. Nous, les amplificateurs, c'est ce qui nous permet de faire, avoir plus de photons et avoir plus de lumière et plus de force. Et ça veut dire que toutes les particules de lumière, les photons, vont toutes dans le même sens. Et donc, naturellement, c'est comme si elles étaient guidées dans un tuyau et elles vont comme ça. Alors que votre ampoule ou votre lumière du soleil, elle va dans toutes les directions. Donc ça, c'est aussi l'avantage que nous, on a pour un laser. C'est que comme c'est très directionnel, nous, ça nous permet de faire plein de choses en sciences. Et en médecine, certaines opérations faites par endoscopie, c'est grâce aux deux technologies qui sont la fibre optique et le laser. Parce que les deux permettent en fait d'être tout petit. Donc comme ça vous évite d'avoir un gros trou sur le corps ou une grosse incision. Et puis, ça fait moins peur et ça fait moins mal. Et ça permet aussi d'aller vraiment cibler des choses bien particulières. Ah ouais, donc quand on dit fibre optique, c'est pas que Internet en fait. C'est un moyen de transport de lumière. Le grand public connaît la fibre optique, mais sinon, il y a tout le reste. Mais il y a tout plein de choses en fait. Et cette fibre optique, ça a été quand même une révolution comme le laser dans les années 50. Parce que finalement, ça a permis de voir autre chose et de faire d'autres choses. Aujourd'hui, typiquement, un exemple extrêmement concret sur ce que permet de faire des lasers intenses issus de la recherche pure, comme ce que moi je fais, c'est la protonthérapie. Un proton, c'est une particule chargée positivement et on l'utilise dans le traitement de certains cancers. Entre autres, des cancers qui touchent le cerveau, où là, n'importe quel geste peut être extrêmement dangereux. L'avantage du proton, c'est que pareil, c'est une particule chargée, donc on peut l'amener comme on veut grâce à de l'électricité ou d'autres choses. Donc il faut les créer, ces protons. Et pour les créer, on envoie un laser très intense sur une surface bien particulière. On peut générer des protons. Et ces protons, après, ils sont remodifiés, réutilisés, pour arriver à être utilisés en médecine et avoir des applications concrètes que les gens, alors je ne souhaite pas, puissent connaître vraiment, parce que c'est pas super bon signe, mais malgré tout, en entendre parler, et peuvent voir ça dans des émissions ou par connaissance, voilà. Quand tu parles de ton travail, on sent que tu es passionnée. Et je pense que c'est ça qui inspire. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une journée type, si ça existe dans ton métier ? Qu'est-ce que tu fais ? La journée type, c'est un peu compliqué.
Selon ce sur quoi on travaille exactement dans le laser, la journée type peut énormément varier. Donc moi, je vais vous parler que de ce que je connais vraiment quand on fait de la recherche. La journée type, il y a ceux qui travaillent sur des gros lasers, où là, eux, vont être directement en lien avec les chercheurs. Et leur journée type, c'est d'arriver très très tôt le matin, sur les coups de 7h30, pour tout démarrer. Donc en fait... Quand tu dis tout démarrer, c'est le matériel, les machines? C'est ça. Donc on parle de laser, mais un laser, à la base, c'est quand même une source de lumière alimentée par de l'électricité et refroidie par de l'eau. Ou d'autres matériaux, mais principalement de l'eau. Ça consomme énormément d'énergie électrique, malgré tout. Et tout ça, donc on ne le laisse pas tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc j'ai des collègues qui, eux, leur rôle, c'est d'allumer. Et puis, après, ils font en sorte que tous les photons dont on a besoin soient bien présents. Qu'on les a bien multipliés comme on devait, et puis que ça arrive bien où ça doit, donc sur une toute petite surface. Ça, je l'ai fait pendant plusieurs années, pendant pas loin de 10 ans. Et là, depuis à peu près 5-6 ans, je fais du travail dit hors ligne, c'est-à-dire que je vais faire de la préparation et de l'aide pour les chercheurs. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur les grosses installations, ils peuvent avoir besoin de petits tests, de petits bancs. Donc nous, ce qu'on appelle un banc de test, en fait, c'est une petite table à peu près de la taille de votre table de salle à manger. Et puis, on met des petits lasers, donc des petites sources de lumière. On met une surface optique qui va permettre de modifier l'aspect de ce qu'on va voir. Comme la loupe et le soleil, du coup. Comme la loupe et le soleil, qui va venir concentrer ou au contraire déconcentrer la lumière. Ma journée type, c'est ça, c'est de récupérer les besoins, d'entendre les besoins de mes collègues ou des chercheurs et d'écouter en disant « Ok, donc tu as besoin de ça, il te le faut pour quand, comment, est-ce que tu as des contraintes d'emplacement, d'espacement, de choses diverses et variées ?» Et puis de lui proposer la solution la plus adaptée, de lui montrer réellement ce que ça va faire. On fait une simulation, parce que à la fois, c'est aussi une vision informatique de la chose. Et puis, quand il nous dit oui, ça me plaît, après, on passe sur les grandes installations et on apporte ça. Et ça évite de faire perdre du temps aux grandes installations qui coûtent très cher et qui permet, malgré tout, d'avancer. Tu fais partie de quelque chose de plus vaste, et puis comme tu disais, si innovation il y a, ça va toucher le grand public. Il y a un intérêt général dans ce que vous faites, non ? Tout à fait. Alors, l'intérêt général n'est pas forcément direct, parce que comme c'est quand même de la recherche, ça prend des années. Et la recherche, c'est 30 ans, 40 ans, et ça peut paraître extrêmement long, mais malgré tout, je suis une petite pierre à l'édifice. Et effectivement, je me sens comme ce petit bout qui vient aider et qui, s'il n'était pas là, ferait pas avancer. Mais on peut pas tous être Elon Musk ou Madame Adeno. On peut pas tous être sur le devant de la scène, en fait. Il y a plein de métiers derrière. Et j'aime beaucoup l'image du théâtre. Quand vous allez au théâtre, ce que vous voyez, c'est le spectacle et c'est les acteurs. Mais en même temps, faut pas oublier que c'est pas les acteurs qui ont écrit le spectacle, qui ont fait les costumes, qui ont fait le décor, qui ont réservé la salle, qui ont organisé les dates de leur salle. Mais la personne qui a fait les décors ou le costume est, à mon sens, autant à mettre en avant que l'acteur hyper connu ou pas, qui aura extrêmement bien joué le texte et incarné le personnage. Et moi, j'ai vraiment cette sensation de faire partie d'un tout. J'ai la joie aussi de faire un métier qui est que j'apprends toujours, en fait. Moi qui a ce besoin d'apprendre, de
alors repousser les limites, pas forcément parce que c'est un peu prétentieux, mais en tout cas repousser les limites de mes connaissances. Mais moi, je m'éclate en fait. Ouais, c'est génial parce que j'apprends plein de choses, je rencontre des gens super intéressants. Et certes, c'est technique. Alors effectivement, mesdemoiselles, jeune homme, il faut aimer la physique et les maths. Mais ton job est quand même là assez inspirant pour que chauffer pour les devoirs de maths. Il y ait une hausse de ton parcours scolaire qui fasse exactement le même que toi là. Je pense qu'on va parler de ton parcours. T'as fait quoi Alors, c'est quoi ton parcours académique? J'ai fait un bac scientifique, très maths. Bac avec mention? Non, pas du tout. Écoutez bien tout le monde. Non. Alors, on peut s'en sortir sans mention. Alors, pour le coup, non, parce que honte à moi. Par chance, mes parents ne compteront sûrement pas parce qu'ils seraient horrifiés. Si, on va leur envoyer. Mais non, j'ai eu mon bac au rattrapage. Nathalie. Sérieux, hein. Ouais, sérieux. Mais comme quoi, tu l'as eu et t'as fait des grandes études derrière. Exactement. Très intéressant. Et donc, j'ai eu mon bac au rattrapage. Je fais partie d'une des 2 catégories de personnes sur Terre. Ceux qui stressent pour un rien. Donc le bac, autant vous dire que c'était une épreuve, un mont. Et puis à mon époque, c'était passe ton bac d'abord et on discutera de tes envies après. Ce passage du bac était vraiment un sésame de dingue. Donc je suis allée au rattrapage et j'ai finalement eu mon bac avec une moyenne de plus de 12. Donc voilà. Puis je suis partie en BTS sur Paris. Dans quelle école? Au lycée professionnel Fresnel. Qui est un lycée spécialiste de l'optique. Et après le BTS, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une licence professionnelle sur la fac d'Orsay, la fac de sciences d'Orsay, où j'ai été diplômée en 2003. En 2004, j'ai eu la joie de rentrer dans un immense laboratoire de recherche, hyper connu, qui est basé à Genève, qui est le CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire. Ça a été une expérience génialissime parce que eux ils repoussent les limites tout le temps et dans tous les domaines de la techno, donc ça c'est génial, mais il y a aussi un volet humain en fait. Comme c'est un univers international, j'ai rencontré plein d'autres cultures et des visions de la vie qui sont pas du tout les nôtres. Donc tout ça est hyper enrichissant aussi d'un point de vue humain. Et ça fait les petits plaisirs. Donc, je regrette pas finalement de ne pas être allée en école d'ingé parce que finalement, j'aurais peut-être pas eu cette chance d'avoir ce poste et de rencontrer autant de merveilleuses personnes. Enfin, des gens hyper intéressants, hyper enrichissants pour moi-même. C'est important ce que tu dis parce que on peut avoir de la frustration dans son parcours académique ou professionnel. On veut vraiment quelque chose, une opportunité qu'on n'a pas. On est dépité, enfin j'imagine avec le bac, l'horreur. On n'a pas une école, on n'a pas un taf auquel on a postulé. Mais et en fait, c'est pas grave. Fais-tu ce métier pour la gloire ou pour la fortune? C'est pas pour la fortune. J'aurais peut-être dû faire autre chose. Aujourd'hui, semble-t-il qu'il y a des plateformes qui permettent à des jeunes filles de gagner largement plus que moi, avec des photos. On ne citera pas le site. Non, mais si vous avez des jolis petons, voilà, entre autres. Lâchez Lasériste. Proton ou peton, c'est compatible avec Lasériste, peut-être. Voilà, mais pour le coup, non, c'est pas pour la fortune. Voilà, moi, mon enrichissement, c'est pas financier, c'est plutôt culturel et ça a assouvi ma curiosité. Donc voilà, c'est mon truc à moi. Est-ce que dans ta carrière, tu as déjà fait une grosse bourde? Grosse bourde. En plus, ça faisait 1 mois que j'étais en poste. Le poste dans lequel j'ai évolué et dans lequel je suis. Je vais vous resituer un peu la chose. En fait, on a donc des jolis faisceaux. Donc un faisceau, c'est plusieurs centimètres de diamètre qui se propagent. Ce qu'on fait, c'est qu'on les regarde avec des caméras. La caméra, c'est 300-400 €. Et il y en avait une, entre autres, qui était plutôt à 15 000 €. Comme je vous disais, nous, on travaille avec des lasers qui ont beaucoup d'énergie, donc qui peuvent casser les choses. D'accord ? Tu as mal dirigé ton laser. Et en fait, selon comment avec l'énergie avec laquelle on tire, on doit soit protéger les caméras, donc bloquer le faisceau avant les caméras, soit non.
Et en fait, j'ai fait un tir pleine énergie, donc le max de chez Max. Et j'ai oublié de protéger les caméras. Et là, a fait ce que ça devait faire. Hein. Ça a fait un petit trou dans le chip de 2 caméras. Ouais. Et en rentrant chez moi, je fais « Oh mon Dieu !» Tu coupais ton oignon et tu dis « Oh merde !» En gros, c'est un peu ça. Hein. Franchement, c'était... voilà. Et apparemment, la lumière n'était pas arrivée aussi vite jusqu'à ton cerveau. C'est clair. Non, mais c'est clair. Mais complètement. Et donc... La plus longue nuit de ta vie. Ah non, mais autant vous dire que j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, mais c'est mort. Ma carrière, elle est finie. Je suis... en plus, moi, notre milieu de laser intense dans lesquels je travaille est assez petit. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et les réputations vont très vite. Et là, vous imaginez, à peine arrivée... ouais, non, mais c'est ça. Donc, autant vous dire que le lendemain, je suis arrivée avec une tête... Ils l'ont découvert avant que tu leur dises. De défoncer et tout. Non. Et donc, j'arrive et la première chose que je dis, c'est hier, j'ai fait une bourde, j'ai merdé. Voilà. Alors, pour le coup, en plus, le truc, c'est que moi, j'assume. Donc, clairement, je suis arrivée, je l'ai dit. T'avais des pains au chocolat ou... Ah non, mais j'étais... Ah non, mais par contre... à vomir surtout, là. Non, mais alors, ouais, clairement, la boule au ventre, vous imaginez même pas. La nausée de ouf, les larmes qui étaient au bord des yeux. En plus, le gros doute de toute la nuit, j'avais... ok, j'ai éclaté ces 2 caméras, je suis sûre, mais est-ce qu'il y avait la 3e qui valait 15 000 €? Et incapable de me souvenir de... Est-ce qu'avec les collègues, on l'avait mis en place ou pas? Enfin, voilà. Et donc, j'arrive en disant, je suis désolée, j'ai éclaté tous ces caméras et tout. Donc, et là, mon chef qui me fait, bienvenue dans le jeu. Et là, la réaction à laquelle vous vous attendez pas, quoi, avec un sourire et tout. Un bon manager. Et effectivement. Ça arrive à tout le monde. Et il me dit, non, alors rassure-toi, celle à 15 000 n'était pas en place. Alors, autant vous dire que là, d'un seul coup, j'ai un peu respiré en me disant... C'est bon, t'as merdé, mais finalement, c'est sur du consommable. J'étais quand même vexée, parce que il y a la bourde et il y a la conséquence avec vos supérieurs. Et mon chef, clairement, qui m'explique que ça arrive, que de toute façon, il y a que ceux qui font rien qui peuvent pas faire de bourde, clairement. Et sur le bienvenu dans le jeu, en fait, j'avais vu, moi, que sur son bureau, il y avait une pile d'un jeu très connu, mais là, au lieu que ça soit des petits bâtonnets de bois, on était sur des caméras. Et il me dit, tu vois, là, ça, c'est ma pile à moi de caméras cramées. Et la collègue avait, elle aussi, un début de pile avec 2 caméras. Oh, t'as pu commencer ta pile. Et donc, j'ai pu commencer ma pile. Et donc, je suis rentrée dans le jeu. Je suis welcome in the game. J'adore. Et donc, est-ce que t'as cramé d'autres depuis? Depuis, pas comme ça. J'en ai cramé d'autres. Est-ce qu'on peut cacher un meurtre avec un laser? Parce que c'est une bonne arme de crime, en vrai. Pas besoin de les cacher. Ça dégénère, là. Ok, comment vous dire, mesdames? On peut. Non. Alors, le laser peut faire plein de choses. Je reformule. On peut tout. sectionner les choses. Effectivement, tu peux sectionner. Si t'as fait un trou dans la caméra, tu fais un trou dans le corps. Oui, tu peux, effectivement. Non, mais clairement. C'est un peu plus grave, le trophée, là. Alors, le trophée, ouais. Et clairement. Une pile de doigts. C'est horrible. Bienvenue dans ma vie de psychopathe. Welcome to the game. C'est ça. J'ai une question pour toi, évidemment. Quelle innovation dans le domaine du laser t'excite le plus en ce moment? Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est plus les applications qu'on en fait. On a des lasers qui doivent devenir des outils de vie de tous les jours. Et quand je vois que les lasers permettent aujourd'hui de remodeler les yeux, toute la chirurgie réfractive de l'œil, ce genre de choses, je trouve ça génial parce que ça permet aussi, je pense, à certains d'améliorer leur vie. La myopie, les fortes myopies et les lunettes, certains le vivent très mal. Et les lasers pour les traitements dermatologiques
sont aussi des grandes avancées. Ce qui m'emballe, c'est de voir que cette technologie se développe dans énormément de milieux, dans énormément de domaines. Et ça, c'est hyper agréable parce que finalement, ça va peut-être donner un peu plus de visibilité à notre domaine qui est assez restreint. Enfin, peu connu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an de ça, l'IRM le plus puissant a été conçu en région parisienne. Voilà. A donné ses premières images. Et avec ces premières images, on voit le cerveau d'une manière dont on ne l'a jamais vu. Outre l'aspect purement technique, qui est une avancée, et c'est surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Enfin, si on arrive à mieux visualiser les choses, on peut mieux les observer et potentiellement mieux les comprendre. J'ai une dernière question. Est-ce que les sabres laser, c'est réaliste ? Et comment je peux m'en procurer un ? Vous voulez la vraie réponse ? Oui. Alors, les sabres laser, je suis désolée pour tous les fans de Star Wars. On va perdre une grande partie de notre audimat. Bah, c'est pas faisable. Parce que, en fait, la lumière, vous ne pouvez la voir que quand elle rencontre quelque chose. Donc, pour pouvoir avoir quelque chose qui s'en rapprocherait, en fait, il faudrait potentiellement avoir un tube avec un gaz dedans. Et ce gaz viendrait être excité dans le sens où on lui donnerait d'autres propriétés. Et effectivement, à ce moment-là, ça pourrait rayonner et émettre de la lumière visible. Et voilà. Mais en l'état comme ça, j'en suis désolée, mais non. Mais ça fait partie des objectifs de vie. Alors, peut-être pas. Là, tu le fais pour la fortune, tu le fais et la gloire. Alors, là clairement, pour tous les fans de Star Wars, là, je le fais. Ouais, et puis là, tu le fais pour la postérité, t'imagines la personne qui là, il y a la rue Nathalie Lebas qui est juste à côté de Marie Curie. Mais tu nous inviteras quand tu auras le prix Nobel, s'il te plaît. Alors pour le coup, je pense pas qu'il le donne pour ça quand même. Mais, on ne sait jamais. Mais après, il y a d'autres possibilités. Mais je pense que c'est bien aussi de rester avec ses rêves sur certaines choses. Et Star Wars, par rapport à ça, fait quand même plein de choses. Alors, en vrai, on a un défi. C'est vrai. Pas de taf. Il faut que tu nous donnes un métier que tu aimerais bien découvrir et il faut qu'on aille le trouver pour le prochain épisode. Oh là, je suis extrêmement curieuse de tout ce qui est psychologie, neurosciences, ce genre de choses. C'est la grande inconnue pour moi. Une autre chose, c'est l'étude des cétacés. Et rien à voir. Rien à voir. Non mais la neuroscience des cétacés. Alors, pas du tout la neuroscience des cétacés, mais juste l'étude des cétacés, parce que c'est des mammifères marins qui sont gigantesques. Merci Nathalie de nous avoir passionnés. Merci à vous. C'était trop bien. Merci beaucoup. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à PodTaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de PodTaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier ? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne ! PodTaf, PodTaf, PodTaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé !